Alors, on va se poser une question qui fâche un peu. Pourquoi est-ce que tant de nouvelles entreprises, qui partent avec des idées géniales et plein d'énergie, finissent par mettre la clé sous la porte? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Regardez bien ce chiffre, 90%. Ça veut dire que 9 startups sur 10 n'y arrivent pas. Et ça, ce n'est pas juste une statistique dans un rapport, non. C'est la dure réalité du terrain. C'est précisément ce défi qu'on va essayer de comprendre. Et si la solution n'était pas de travailler 2 fois plus, mais de penser différemment, et ce, dès le tout premier jour? C'est une idée un peu à contre-courant, mais c'est l'hypothèse qu'on va creuser. Une idée qui pourrait bien tout changer. Allez, c'est parti, on va plonger dans le vif du sujet. Parce que pour comprendre comment réussir, il faut d'abord comprendre pourquoi on échoue. Analysons un peu les données pour voir ce qu'elles racontent vraiment. D'après une analyse assez connue de CB Insights, la raison numéro 1, c'est le manque d'argent. Logique. Mais juste derrière, à 35%, on trouve pas de besoin du marché. Et si, en fait, ces deux raisons étaient les deux faces de la même pièce? C'est une piste très, très intéressante. En fait, être à court d'argent ou même se faire écraser par la concurrence, ce ne sont bien souvent que des symptômes. Un peu comme la fièvre. La fièvre n'est pas la maladie, c'est le signal que quelque chose ne va pas. La vraie cause, la racine du problème, elle est ailleurs. Et on arrive au cœur du problème, la grande fracture, le choix fondamental qui sépare très souvent ceux qui réussissent de ceux qui échouent. C'est juste deux mots inversés, mais ça change absolument toute la stratégie. Voilà la différence clé, Product Market Fit contre Market Product Fit. L'approche habituelle, c'est de fabriquer une clé super complexe et magnifique, puis de passer des mois à courir partout pour trouver une serrure qui va avec. L'approche qui marche, c'est l'inverse. On trouve d'abord une porte fermée, un vrai problème. Et ensuite, seulement ensuite, on fabrique la clé parfaite pour l'ouvrir. Cette phrase de Connor McCarthy résume tout. La tendance naturelle, c'est de vouloir construire, de créer quelque chose. C'est gratifiant. Mais la discipline du succès, c'est de valider l'envie d'acheter, avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. Alors, à quoi ça ressemble concrètement cette approche produit d'abord qui ne marche pas? Et bien souvent, ça ressemble à une chose, une tendance à trop réfléchir jusqu'à en être complètement paralysé. Mark Manson appelle ça le vomi de pensée. C'est un nom un peu graphique, mais l'idée est là. On se noie dans la complexité pour une raison simple. On a peur. Peur de se confronter au marché, peur d'entendre non. Alors pour éviter ça, on réfléchit sans fin. Et c'est là que ça commence. On se perd dans des détails qui n'ont franchement aucune importance à ce stade. Chaque micro-décision devient un débat interne qui dure des heures, un prétexte parfait pour ne pas avancer. On passe un temps fou à optimiser des choses futiles, tout ça pour une seule raison. Éviter de poser la seule question qui fait vraiment peur. Est-ce que quelqu'un veut de mon produit? Et là, la solution de Mark Manson tombe comme un coup près. Arrêtez de penser. Agissez. C'est aussi simple et aussi difficile que ça. Une action imparfaite aujourd'hui vaut 1000 fois mieux qu'un plan parfait qui n'arrive jamais. Bon, on a vu comment échouer. Maintenant, comment fait-on pour réussir? Eh bien, ça commence avec un conseil de Paul Graham qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous apprend. Il faut faire des choses qui ne passent pas à l'échelle. Il faut s'imaginer les vieilles voitures, celles d'avant le démarreur électrique. Il fallait sortir, prendre une manivelle et tourner avec ses propres muscles pour que le moteur se lance. Eh bien, une start-up au début, c'est pareil. Il faut cet effort manuel, laborieux, pour que la machine se mette en route. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En gros, 3 choses. 1. On va chercher les premiers clients à la main. Oui, un par un. 2. On leur offre une expérience de dingue, quelque chose de si personnalisé qu'ils s'en souviennent. Et 3. On compense les défauts du produit par une attention et une réactivité hors du commun. L'exemple des fondateurs de Stripe est juste parfait pour ça. Ils n'envoyaient pas un email avec un lien de téléchargement. Non. Ils débarquaient, prenaient carrément l'ordinateur portable du client et installaient le truc eux-mêmes sur place. Ça, c'est faire quelque chose qui ne passe pas à l'échelle. Et c'est ce qui a créé leurs premiers fans. D'accord. Donc, il faut agir, se concentrer sur le marché et faire des choses de manière artisanale, au début. Mais comment est-ce qu'on organise tout ça pour que ça ne parte pas dans tous les sens? Toute cette énergie, tous ces efforts manuels, ça peut ressembler à du chaos vu de l'extérieur. Mais en réalité, chez ceux qui réussissent, ce n'est pas du tout du hasard. Tout ça s'inscrit dans un système bien précis, une machine conçue pour apprendre. Et le voilà, ce fameux système. C'est le moteur qui fait tout tourner. Ce n'est pas une ligne droite avec un début et une fin. C'est une boucle, un cycle qui se nourrit de lui-même et ne s'arrête jamais. C'est ça qui transforme l'effort en stratégie. Le fonctionnement est simple en fait. Ce qu'on apprend sur le terrain informe le plan. Le plan guide les actions commerciales. Et les actions commerciales génèrent de nouvelles informations pour le terrain.
La boucle est bouclée et le moteur tourne. Le point le plus important à retenir, c'est que ce n'est pas une liste de tâches à cocher une bonne fois pour toutes. C'est un processus continu. C'est cette boucle constante qui empêche de se déconnecter du marché, et donc qui empêche d'échouer. Au final, tout se résume à cette seule question. Une question que toute personne qui lance un projet devrait se poser chaque matin. La prochaine action, la prochaine heure de travail, est-ce que c'est pour construire le produit ou pour trouver un client? La réponse détermine souvent de quel côté des 90% on finit par se trouver.